BX1 +. Le face-à-face. On va vous parler maintenant de la manière dont les entreprises appliquent les recommandations Covid-19, le télétravail, le port du masque, la distance entre les collègues, éventuellement l'implication ou pas dans la campagne de vaccination. On va parler de tout ça avec Kathleen Jacobs. Elle est chargée d'affaires à SD Works. SD Works, c'est une grande entreprise qui fait notamment du conseil auprès des entreprises en matière de ressources humaines. Elle me corrigera si je n'ai pas dit exactement la bonne définition. On aurait dû avoir Chris Demester qui suit ces dossiers-là pour la Fédération des entreprises de Belgique, la FEB. On a un petit souci pour essayer de le joindre. On espère qu'il rejoindra ce débat en cours de route. On va commencer par peut-être préciser ce qu'on attend aujourd'hui des entreprises en matière de télétravail. Vanessa Lullier. Oui, donc pour beaucoup, le télétravail a été une réalité à plein temps depuis mars 2020. Alors progressivement, les mesures s'allègent. Aujourd'hui, il est toujours recommandé à Bruxelles, mais plus dans les autres régions. Cependant, certains télétravailleurs n'ont absolument pas envie de retourner à 100% dans leur entreprise. La souplesse et l'aménagement plus facile entre vie privée et vie professionnelle en ont convaincu plus d'un. Du coup, à présent, les grandes entreprises proposent de revenir 1 voire 2 jours par semaine. Dans certains lieux, il faut toujours s'inscrire afin d'éviter les grandes concentrations, ou alors un jour est réservé à un service. Dans l'ensemble, on estime que la norme va se situer entre 2 et 3 jours de télétravail par semaine, tout secteur confondu. Alors on va commencer par ce premier point, Kathleen Jacob. Donc d'abord précisons SD Works pour le grand public. Qu'est-ce que vous faites exactement? Votre témoignage est intéressant parce que vous suivez un certain nombre d'entreprises. Ça veut dire que vous avez une vue un peu plus aérienne que entreprise par entreprise, exact? Oui, ça c'est tout à fait correct. Donc, on est certainement connu comme partenaire dans tout ce qui est payroll, mais également dans tout ce qui concerne les services ressources humaines. Et donc, on donne des avis chaque jour à des sociétés, entre autres par rapport à la nouvelle organisation de travail, dont fait partie bien évidemment le télétravail structurel. Alors, comment ça se passe, le télétravail, en ce moment, dans les entreprises que vous conseillez? On l'applique toujours autant qu'au moment où c'était obligatoire avec le demi-lockdown que le corona nous avait imposé, ou c'est vraiment redescendu d'un cran maintenant? Je pense que la plupart des sociétés qui ont constaté que le télétravail était efficace pendant les périodes de confinement, pendant les lockdowns, sont actuellement en train de trouver un bon équilibre pour leur nouvelle organisation de travail. Ça veut dire quoi? En fait, il y a des avantages pour les travailleurs, bien évidemment. On peut éviter les embouteillages, il y a plus d'équilibre vie privée, vie professionnelle, mais pour l'employeur également. Donc, pour certains projets, les travailleurs peuvent mieux se concentrer à la maison. Et donc, les sociétés cherchent en fait une bonne balance entre le retour au bureau et le télétravail. Et donc, comme on a entendu dans l'introduction, dans la majorité des sociétés, cet équilibre se situe entre environ 2-3 jours de télétravail et 2 jours au bureau, 3 jours au bureau. Est-ce que ça s'applique à tous les secteurs et à tous les travailleurs? On imagine bien que c'est plus facile dans le secteur tertiaire, mais on imagine bien aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises où autrefois on aimait bien travailler en équipe, avoir des réunions d'équipe, avoir des réunions de groupe où on doit par exemple stimuler la créativité. Comment on fait? Est-ce qu'il y a des grandes différences d'une entreprise à l'autre? Petite entreprise, grande entreprise? Oui, donc la solution unique pour toutes les sociétés, elle n'existe pas. Et donc, vous avez raison, on a ces réunions d'équipe. Il y a certaines raisons ou certaines tâches pour lesquelles on doit venir au bureau. Donc, les employeurs et avec l'aide des travailleurs, selon moi, doivent réfléchir sur comment on va s'organiser. Pour quelles raisons est-ce qu'on va se réunir au bureau? S'il y a une réunion d'équipe, bien évidemment, c'est plus efficace si tout le monde
est là en présentiel. Mais si moi j'ai demain un projet et je dois vraiment me concentrer, c'est peut-être mieux de rester à domicile. Et de la faire par Zoom ou par Teams, qui sont aussi des grands gagnants de cette crise de la Covid-19. Est-ce que les employeurs sont tenus de fournir du matériel ou une aide financière à leurs salariés lorsqu'ils passent au télétravail ? Si on veut introduire du télétravail structurel, la législation prévoit en effet que l'employeur doit prévoir tout le matériel nécessaire pour pouvoir effectuer son travail à domicile. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut prévoir tous les outils qui sont également disponibles au bureau. Par exemple, une imprimante, il n'est pas nécessaire de prévoir pour tout le monde une imprimante à domicile. Par contre, oui, s'il faut un laptop, l'employeur doit le prévoir. Si l'employeur ne prévoit pas ces outils, il doit prévoir un remboursement des frais liés à l'utilisation professionnelle des outils privés ou des outils personnels du travailleur. On vient de faire donc le tour sur le télétravail. On va s'adresser maintenant à un autre problème qui est soumis à un certain nombre d'entreprises. C'est la proposition qui leur est faite de participer ou pas à la campagne de vaccination. Est-ce qu'on peut faire le point, Vanessa Lullier, sur cet élément-là ? Oui, donc fin août, les représentants des entreprises, Bessi, proposaient de mettre en relation les entreprises qui souhaitaient organiser la vaccination de leur personnel et la COCOM. Alors, grâce à ce partenariat, les entreprises espéraient aussi faire revenir leur personnel dans un milieu plus sûr. Depuis lundi, la SNCB et Bipost organisent la vaccination de leur personnel. Une 70aine d'entreprises ont déjà montré leur intérêt, mais cela n'est pas si évident que ça, en fait, dans la pratique. Certains dirigeants ont peur que les syndicats les accusent de vouloir rendre en fait la vaccination obligatoire. Donc pour le moment, seules quelques dizaines de personnes ont été vaccinées pour ce dispositif. A priori, la STIB devrait commencer cette semaine et d'autres grandes administrations bruxelloises sont aussi visées par ce dispositif. Voilà, donc quelques dizaines de personnes vaccinées seulement dans les entreprises de la région bruxelloise. On ne peut pas dire que ce soit un très très grand succès. Chris Demester nous a rejoint. Donc Chris Demester, responsable des dossiers santé et sécurité au sein de la FEB, donc la Fédération des entreprises de Belgique. Merci d'être avec nous. Chris Demester, je vais peut-être donc rebondir directement sur cette question-là auprès de vous. Quand on sollicite les entreprises pour participer directement à une campagne de vaccination, on voit que ça ne rencontre pas un grand succès. C'est quoi le rôle de l'entreprise ? Ça veut dire qu'on estime qu'on n'est pas concerné ou que c'est pas aux entreprises de mettre la main à la seringue ? Oui, c'est-à-dire, on était demandeur dès le début du crise Covid d'aussi rendre possible de se faire vacciner par les biais de l'entreprise, mais on ne nous a pas attribué un rôle en ce moment. C'est juste maintenant, au moment qu'on constate que le taux de vaccination chez certaines populations ou certaines régions est encore faible, qu'on commence à explorer les possibilités de la vaccination en entreprise. Alors, si les nombres sont faibles, 10 personnes ou une dizaine de personnes, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a pas mal d'autres travailleurs qui sont déjà vaccinés, parce qu'on n'a pas une vue sur les chiffres non plus. Ouais. Est-ce que ça, c'est justement pas un des problèmes dont il va falloir s'occuper dans les semaines, dans les mois qui viennent, la possibilité pour les entreprises de savoir qui est vacciné, qui ne l'est pas. Et il y a deux entrées dans ce débat-là. Il y a la possibilité de proposer la vaccination à ceux qui ne seraient pas vaccinés. On y en a parlé. Et il y a peut-être une deuxième entrée, c'est la cohabitation entre des salariés qui sont vaccinés, des salariés qui ne sont pas vaccinés, parce que ça se passe pas toujours bien dans les entreprises. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que Kathleen Jacobs, vous avez des remontées d'informations, par exemple, sur cette question de la vaccination ? Est-ce que les entreprises sont désireuses de savoir qui est vacciné ou pas dans leur personnel ? Je pense que ça peut certainement être un plus-value pour les employeurs de savoir si les personnes sont vaccinées, oui ou non. Certainement, pour peut-être aussi rassurer leurs travailleurs qu'ils peuvent faire le retour au bureau en toute sécurité. C'est un aspect que je constate encore chez les entreprises, c'est en fait comment motiver, stimuler les travailleurs pour faire le retour au bureau. Et il y a pas mal de travailleurs qui ont encore un peu peur de retourner au bureau parce qu'ils ne savent pas
si des collègues sont vaccinés, oui ou non. Et donc, dans ce cadre-là, oui, si on peut déjà de manière collective partager le pourcentage de vaccination dans une société, ça peut certainement aider à être, pour motiver les gens. Oui, donc un chiffre global, le pourcentage global, parce que savoir si mon collègue direct est vacciné ou pas, ça, a priori, il y a le secret médical et on n'a pas le droit de le savoir. En tout cas, en l'état actuel de la législation. Il faudrait changer la législation. Il faut que ce chiffre de pourcentage de personnel vacciné, il soit connu. Chris de Mester ? Oui, je pense que la plupart des entreprises, ils sont désireuses. Mais la deuxième question, c'est est-ce que c'est utile? Et en tout cas, on sait déjà que la plupart, 98% des entreprises n'auront pas ce chiffre parce que ça ne sera pas accessible aux entreprises de moins de 50 travailleurs. Alors, on parle des grandes entreprises juste pour des raisons d'anonymat. C'est utile pour aider la campagne de vaccination. Ce n'est pas utile, selon moi, pour organiser la sécurité au niveau du travail. Pour ça, il faut prendre d'autres mesures. La vaccination est là pour protéger votre propre santé. Si vous voulez travailler en sécurité, il faut prendre d'autres mesures comme continuer à respecter la distanciation, les mesures sanitaires, hygiène des mains, etc. Il faut continuer avec ça parce que ça nous protège. Ouais. On a la on a eu des gens on travaillait ensemble au moment qu'il n'y avait pas encore de vaccins. Il était possible d'organiser le travail de manière sécure. Cette époque-là, on peut continuer à organiser de la même manière. Ouais. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas, Chris de Mester? Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises continuent de respecter la distanciation sociale, le port du masque, en tout cas quand on se déplace? Est-ce qu'on a changé les règles dans les vestiaires, dans les restaurants d'entreprise? Est-ce que ça reste? Ou est-ce qu'on n'a pas une petite tendance ces dernières semaines à avoir très envie, et c'est humain, d'un retour à la normale avec les précautions sanitaires qui sont en train de descendre progressivement d'un cran? Est-ce que vous avez des retours? Oui, il faut être honnête, on a les deux. Et on a des entreprises où on veut être encore très très prudent. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut s'équilibrer sur ce qu'on demande au niveau sociétal, c'est-à-dire plus de distanciation, plus de port du masque, etc. On a les deux. Mais en ce moment, on a juste assoupli uniquement pour tout ce qui est transport organisé par l'employeur, où on s'est aligné sur les règles pour le transport public. Pour le reste, on discute encore. Il y a une proposition pour la cantine, le réfectoire, mais pour le reste, on discute encore du futur du guide générique. Alors, en ce moment, ces règles s'appliquent toujours. Ouais. Y a un exemple extrême, et je voudrais avoir votre avis à l'un et l'autre, Kathleen Jacobs et Chris de Mester. L'exemple extrême, c'est la firme Icewatch, donc le fabricant de montres, qui a décidé de séparer les employés vaccinés des employés non vaccinés, avec le raisonnement suivant, les non vaccinés, ils encourent peut-être un risque, ou ils font encourir un risque plus important, mais on va les laisser entre eux, et puis on va voir ce qui se passe chez eux, mais en tout cas, on les sépare des vaccinés qui, eux, ne seront donc pas soumis au même risque. Est-ce que ça, c'est une politique acceptable dans une entreprise? Qui a envie de répondre en premier? Allez, Oder Rodam, Kathleen Jacobs. Un peu de vue juridique, je pense que M. de Mester a déjà donné la réponse que, on ne peut pas demander ou rendre ça obligatoire de partager ces infos avec ni son employeur ni ses collègues. Il y a, à mon avis, il y a aussi un aspect plus mental, je pense. Mais je ne sais pas si c'est la bonne approche dans la société. Ouais, à mon avis, c'est... Oui. Ça vous fait sourire. C'est un cas isolé. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui réagissent comme ça, j'imagine. Selon moi, non. Ouais. Chris de Mester, ça pose problème, cette initiative? Oui, je pense, oui. Du point de vue juridique, c'est clair que ça pose problème, mais aussi du point de vue de la prévention, ça sert à quoi? Et pour la continuité de l'entreprise, si on dit, OK, les gens vaccinés, on les met ensemble, et là, il n'y a plus de règles, plus de distanciation, etc., on court le risque si un de ces personnes, un de ces travailleurs teste positif parce qu'il va à un événement ou je ne sais pas, tous les collaborateurs, les autres, sont en contact à haut risque et ils doivent aller en quarantaine.
ça veut dire qu'à ce moment-là, ce sont les vaccinés qui mettent en péril la continuité de l'entreprise et pas les non-vaccinés. Parce que là, encore la distance, etc. Alors, du point de vue de prévention, ça ne sert à rien. Ouais. Est-ce que les gens ont peur? Peut-être, mais alors il faut mieux expliquer ce qui fonctionne, ce qui c'est la prévention, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Ouais. Il y a encore beaucoup d'absentéisme dans les entreprises. Vous avez des chiffres, Chris de Mester, ou c'est difficile à savoir? Oui, maintenant, l'absentéisme, c'est plutôt l'absentéisme qu'on a presque toujours à cause d'autres problèmes de santé. On ne voit plus qu'il y a vraiment une grande différence qu'on avait au moment que, effectivement, pas mal de personnes étaient atteintes par le Covid-19. Ouais, lors de la première ou de la deuxième vague, notamment. Une dernière question pour tous les deux. On parle beaucoup du Covid Safe Ticket, et notamment de la manière dont on va l'appliquer en région bruxelloise. Imaginez que demain, des entreprises appliquent le Covid Safe Ticket, c'est-à-dire qu'elles demandent à leurs travailleurs, pour venir sur site dans l'entreprise, là on va côtoyer des collègues, je ne parle plus du télétravail, mais qu'on ait un Covid Safe Ticket, c'est-à-dire que soit on est vacciné, soit on a fait un test PCR récent, soit on a un certificat d'immunité parce qu'on a développé la maladie. Ce serait envisageable, ce serait une bonne piste, on peut y réfléchir ou pas du tout? Chris de Mester. Pour moi, ce n'est pas une bonne piste, pour plusieurs raisons. La première raison, à nouveau, on ne joue pas sur la prévention, on est en train d'à nouveau de mettre en péril la continuité de l'entreprise. Et deuxièmement, il faut contrôler chaque jour et il faut des décisions. Par exemple, les gens qui ont un Covid Safe Ticket à cause d'un test négatif, tous les 2 jours, ils doivent avoir un nouveau test. Alors, contrôle, on ne travaille plus dans la confiance, on va avoir des problèmes entre travailleurs. Et hier encore, j'ai eu une réunion avec mes collègues d'autres États membres européens. Et là où on applique déjà le Covid Safe Ticket, ça n'a engendré que des problèmes et pas de solution. Ouais. Donc c'est les autres pays qui l'appliquent aujourd'hui, ce sont lesquels? Sur le milieu du travail? C'est pas au niveau d'un pays. Il y a des secteurs dans certains pays où on utilise. Pays-Bas maintenant, en Italie, certains secteurs. Mais on constate que ça ne les aide pas. Et en plus, il ne faut pas oublier que les entreprises, on est tous liés, matrices. On a des sous-traitants, on a besoin de services de nettoyage, d'entretien, etc. Pour ces professions techniques, souvent les gens viennent du pays d'Europe d'Est, etc., où le taux de vaccination est encore faible. Alors, on est en train, en tant que monde d'entreprise, d'organiser notre propre lockdown parce qu'on n'aura plus accès aux techniciens pour des entretiens, réparations, etc. On est en train d'organiser notre propre lockdown sans qu'il y ait un plus-value pour la sécurité et la santé des gens. Kathleen Jacobs, sur cette idée de Covid Safe Ticket qu'on appliquerait au lieu de travail? Je pense que oui, en effet, ça ne va pas résoudre le problème. On ne peut pas éviter la contamination juste parce qu'on a montré un Covid Safe Ticket un jour. Et en plus, je pense que à part des soucis plutôt pratiques peut-être, ça ne va pas motiver les gens de retourner au bureau, ce qui est selon moi également important pour à nouveau se connecter avec son équipe, avec son employeur et renforcer en fait l'engagement des travailleurs. Donc, je suis d'accord avec M. de Mester que ça ne va pas améliorer la situation. Non. Ouais. Merci beaucoup. C'était Kathleen Jacobs, donc de l'entreprise SD Works, et Chris de Mester de la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique. Merci d'avoir participé à ce petit débat.